Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce webinaire de la série des lundis du CEP. Aujourd'hui, nous allons parler du dispositif démission reconversion qui vous permet de démissionner pour mettre en œuvre un projet de reconversion ou de création tout en bénéficiant des allocations de l'assurance chômage. Avant de démarrer, quelques informations techniques. Vos micros sont coupés par défaut. En revanche, si vous avez des questions, je vous invite à les poser directement dans l'onglet « Questions » du logiciel que l'on utilise. Vous verrez, il y a un onglet « Chat » et un onglet « Questions ». Donc, utilisez vraiment l'onglet « Questions » pour que je puisse y avoir accès facilement. Sachant que vous pourrez bien sûr regarder le replay ensuite sur le site des lundis du CEP. Donc moi, je suis Marie Delon, je suis directrice de projet du Conseil en évolution professionnelle en Occitanie. Donc moi, je travaille dans la région Occitanie, mais je vais vous parler du dispositif de façon générale avec toutes les règles qui s'appliquent sur le territoire national et pas forcément qu'en Occitanie. Donc, au programme, on va d'abord parler du cadre légal de ce dispositif démission reconversion qui permet justement de démissionner tout en bénéficiant des allocations. On va voir aussi quelles sont les différentes étapes, comment on s'y prend pour mettre en œuvre ce dispositif-là. Et puis, si on a le temps, à la fin, on verra quelques exemples de projets, quelques exemples de démissions qui ont pu voir le jour grâce à ce dispositif-là. Donc, si on reprend un peu le contexte, aujourd'hui, une démission, on va dire classique, ne vous permettra pas de bénéficier des allocations chômage, puisque Pôle emploi, enfin, vous ne serez pas considéré par Pôle emploi comme ayant été privé de façon involontaire d'un emploi. Du coup, pour remédier un petit peu à ça et puis permettre aussi de faire rentrer de nouvelles de nouvelles types de démissions dans le cadre de l'assurance chômage. Depuis novembre 2019, il y a ce dispositif démission reconversion qui existe. Donc, c'est assez récent, finalement, ça a 2 ans, mais ça fonctionne aujourd'hui très bien. Donc, quels sont les principes de ce dispositif-là? Donc, c'est de permettre aux salariés qui démissionnent pour mettre en œuvre un projet réel et sérieux de reconversion, de pouvoir bénéficier des allocations chômage et donc de mettre en œuvre finalement leur projet en tant que demandeur d'emploi. Alors, il y a des conditions, il y en a 2. Donc, c'est soit un projet de reconversion qui va nécessiter obligatoirement le suivi d'une formation, soit c'est un projet de création ou de reprise d'entreprise avec ou sans projet de formation préalable, peu importe. Donc, il y a quand même des conditions très précises à respecter. Premièrement, vous devez être salarié de droit privé et en CDI. Deuxièmement, vous devez justifier de 5 ans d'expérience salariée dans les 5 dernières années. Donc, plus précisément, c'est 1300 jours d'expérience salariée dans les 5 dernières années. Vous devez aussi avoir bénéficié d'un conseil en évolution professionnelle. Donc, ça, c'est obligatoire, c'est dans la loi avant de démissionner. Et vous devez bien sûr avoir fait valider le caractère réel et sérieux de votre projet par la commission de l'association Transition Pro de votre région. Donc, on va revoir un petit peu chaque étape. Enfin, en tout cas, de par les étapes, on va revoir ces conditions à remplir de façon à ce que vous ayez un peu plus d'informations. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est vraiment très important de respecter l'ensemble de ces conditions parce que si vous démissionnez sans avoir vérifié l'une des 4 conditions ici, ensuite, vous pouvez tout simplement recevoir un refus d'indemnisation de la part de Pôle emploi au moment où vous irez vous inscrire. Donc, ces 4 conditions sont vraiment très importantes à respecter. On va y revenir un petit peu tout à l'heure et puis je verrai aussi au fur et à mesure si vous avez des questions. Pour vous en dire un petit peu plus sur les différents projets concernés, donc on a vu qu'il y avait d'un côté les projets de reconversion avec le suivi d'une formation. Donc là aussi, il y a des conditions. Déjà, on ne va pas vous demander à ce que la formation soit certifiante. Quand on dit formation certifiante, c'est qu'officiellement, elle vous délivre un diplôme reconnu par l'État. Donc ça, ce n'est pas une obligation. Contrairement à d'autres dispositifs qui existent, pour le dispositif démission reconversion, la formation n'a pas à être certifiante. Après, parfois, en fonction de votre projet, il vaut mieux qu'elle le soit, ne serait-ce que pour trouver un emploi ensuite, mais en tout cas, il n'y a pas d'obligation à ce niveau-là. Il faut aussi que vous puissiez argumenter que pour accéder au métier que vous visez, il y a nécessairement cette formation-là à suivre. Voilà, il faut qu'il y ait une cohérence entre le besoin de formation et le métier visé par rapport à votre situation actuelle.
Et bien sûr, la formation ne doit pas avoir déjà démarré. Donc ça, c'est très important. On ne démarre pas la formation avant la démission, sinon le dispositif ne fonctionne pas. Donc ça, c'est un petit peu pour vous montrer les contours des projets de reconversion avec formation. Et ensuite, les projets également concernés par ce dispositif-là, c'est les projets de création ou de reprise d'entreprise. Alors avec là aussi des exigences. La création ne doit pas intervenir avant le démarrage de l'accompagnement du conseil en évolution professionnelle et de façon générale, on vous déconseille de démarrer de toute façon vos projets avant la démission au risque que ce ne soit pas pris en compte ensuite par Pôle emploi. Pour ces projets de création, n'importe quel statut fiscal va être possible. Donc, vous pouvez être en micro-entreprise, en société, voilà, peu importe finalement ensuite le statut fiscal ou social de l'entreprise. Et chose très importante également, ce projet-là ne doit pas viser le développement de l'entreprise que vous possédez déjà. C'est-à-dire que, imaginons que vous êtes salarié en CDI, vous avez déjà une micro-entreprise en parallèle de votre activité en CDI, vous ne pouvez pas démissionner pour développer cette entreprise qui existerait déjà. Donc, voilà un petit peu pour les projets concernés. Si on prend ensuite les différentes étapes, et ensuite je m'arrêterai un peu plus sur les questions que vous pouvez déjà poser, je vois qu'il y en a. Je termine avec les étapes et puis je mets l'œil dessus. Donc, première étape, c'est vraiment essentiel, c'est de vérifier que vous remplissez bien la condition des 5 ans d'expérience salariée continue. Donc, cette éligibilité, on va dire en termes d'années d'expérience, vous pouvez aller la vérifier directement auprès de Pôle emploi. C'est-à-dire qu'il y a un simulateur qui existe sur Pôle emploi. Alors là, il y a l'adresse, mais vous tapez directement dans votre moteur de recherche « Simulateur allocation chômage Pôle emploi » et vous tomberez dessus. Ça vous permet, ce simulateur-là, de rentrer précisément vos dates d'emploi, de rentrer aussi les périodes où vous n'avez pas travaillé et d'avoir vraiment la réponse de Pôle emploi. Est-ce que vous remplissez cette condition-là ou pas? Très important comme première étape, mais on y reviendra tout à l'heure. Deuxième étape, avant de démissionner, donc on l'a dit déjà tout à l'heure, rencontrer un conseiller en évolution professionnelle. Le fait de rencontrer un conseiller, ça a été voulu aussi par le législateur pour sécuriser le projet de démission, parce que démissionner, ça a vraiment un impact. Ensuite, vous n'avez plus d'emploi. Donc, l'idée, c'est de sécuriser le projet avant de démissionner. Mais aussi, le conseiller va être là pour vous aider à constituer le dossier, puisqu'il y a un dossier à préparer dans lequel vous allez argumenter et présenter votre projet. Et ce projet-là, étape 3, va être analysé par la commission de l'association Transition Pro de votre région. Donc, vous allez sur le site transitionpro.fr et vous trouverez les coordonnées de la structure de votre région. Mais en tout cas, votre dossier qui aura été préparé avec votre conseiller en évolution professionnelle, ce dossier-là, il va être analysé par la commission. Donc ça, on va le revoir aussi, sur quels critères c'est analysé. Mais l'idée, c'est que la commission valide le caractère réel et sérieux de votre projet de formation ou de votre projet de création, reprise d'entreprise. Quatrième étape, si la commission valide ce fameux caractère réel et sérieux du projet, dans ce cas-là, vous allez pouvoir démissionner et aller vous inscrire comme demandeur d'emploi et vous avez 6 mois pour le faire. En fait, l'attestation de la commission est valable 6 mois. Donc, vous avez 6 mois pour démissionner et aller vous inscrire à Pôle emploi. Et puis ensuite, dernière étape, vous allez mettre en œuvre votre projet en tant que demandeur d'emploi indemnisé. Donc, voilà un petit peu les différentes étapes. Il ne faut pas en louper une, sinon vous risquez d'avoir un refus de Pôle emploi tout simplement. Il faut vraiment respecter étape par étape. Si on prend la première étape qui est les conditions d'éligibilité, et je vais mettre le nez du coup dans les questions parce qu'il me semble qu'il y en avait une là-dedans. Est-ce que le dispositif est applicable quand on est contractuel dans le service public? Alors en fait, ce qui rend éligible, c'est pas forcément l'employeur privé ou public, c'est surtout la nature du contrat. Est-ce que c'est un contrat public ou privé? Quand on est contractuel dans le secteur public, on peut avoir un contrat de droit privé ou un contrat de droit public. Donc, ce qui est sûr, c'est que si vous avez un contrat de droit public, vous n'êtes pas éligible à ce dispositif-là, puisqu'il faut vraiment relever du privé, enfin du code du travail pour pouvoir y accéder. Si vous travaillez dans le secteur public, mais que votre contrat est de nature privée,
En fait, il n'y a pas de réponse tranchée. Ça va dépendre de votre employeur. Est-ce que votre employeur a décidé d'une convention avec Pôle emploi pour l'assurance chômage, etc. Donc ça, il faut le vérifier. C'est-à-dire que sur le simulateur des allocations de Pôle emploi, vous avez la possibilité donc de rentrer vos durées d'expérience, et si les durées d'expérience sont conformes, une fois que vous avez l'outil qui vous dit que c'est OK, que vous remplissez bien les conditions, vous pouvez en fait cliquer sur un petit bouton qui vous dit vous avez travaillé dans le secteur public, affiner en fait la simulation. Et donc il faut aller jusqu'au bout pour vérifier que votre employeur relève bien en fait tout simplement du régime d'assurance chômage classique, voilà, et que votre employeur n'a pas son propre régime d'assurance chômage. Voilà, donc il y a des exceptions, il y a certains contrats dans certaines fonctions publiques qui peuvent y avoir accès et d'autres non. Donc ça, il faut l'analyser tout simplement avec Pôle emploi. Je vois que dans le chat, il y a des questions. Surtout, je ne vois pas moi vos interventions dans le chat. Il vous faut vraiment aller sur l'onglet questions. Sinon, je ne vois pas, voilà, je vois pas ce que vous écrivez. Congé maternité et parental, compte-t-il? Eh bien, justement, c'est l'objet de la partie, la étape 1. Donc ça, on va en parler et vous aurez votre réponse. Donc, première étape, quand on va regarder est-ce qu'on remplit bien cette condition des 5 ans, donc en réalité, c'est 1300 jours qu'il faut pouvoir, 1300 jours travaillés qu'il va falloir justifier dans les 5 dernières années. Donc déjà, cette condition-là, elle doit être remplie à la date où vous allez démissionner. Ce n'est pas forcément la date où vous allez constituer le dossier, c'est vraiment à la date de la démission. Vous devez avoir ces 1300 jours dans les 5 dernières années. Donc, quand on parle de date de démission, ce n'est pas la date où vous allez remettre votre lettre de démission, c'est vraiment la date où vous terminez votre préavis de démission et c'est le moment en fait, où vous quittez officiellement l'entreprise, on va le dire comme ça. Donc, cette condition des 1300 jours, elle doit être remplie donc à la date où vous quittez définitivement votre poste, où la démission prend tous ses effets. Elle est à vérifier, cette condition, donc sur le simulateur de Pôle emploi, ça je l'ai déjà dit, et donc il y a tout un tas de périodes qui ne sont pas prises en compte. Donc, toutes les périodes, par exemple, qui n'ont pas donné lieu à une rémunération ou à des indemnités, etc., ne vont pas être prises en compte. Donc, par exemple, vont être exclues les périodes de congés sabbatiques, les périodes d'interruption entre 2 contrats. Imaginons que vous avez changé d'employeur dans les 5 dernières années. Si vous avez 1 mois, par exemple, d'interruption entre les 2 contrats, cette période-là ne va pas compter et du coup, vous n'aurez pas les 1300 jours. Ne sont pas prises en compte non plus toutes les périodes de suspension de contrat ne donnant pas lieu à rémunération. C'est le cas, par exemple, en ce moment, des périodes de suspension de contrat qui peuvent être liées à la non-présentation, par exemple, d'un pass sanitaire ou d'un pass vaccinal. Ces périodes-là ne comptent pas, malheureusement, dans les 1300 jours. Par contre, toutes les autres périodes, donc arrêt maladie, congé parental, congé maternité, voilà, tout ça, c'est bien pris en compte dans le calcul des 1300 jours. Donc, comme ça, je réponds à la question. Et donc, attention à cette condition-là, parce que Pôle emploi va vérifier cette condition au moment de l'inscription. C'est-à-dire que vous, dans un premier temps, vous allez faire une simulation. Vous allez utiliser l'outil de Pôle emploi. Même si le simulateur vous dit oui, c'est OK, ça ne vaut pas ouverture des droits. C'est-à-dire qu'ensuite, une fois que vous irez officiellement et de façon effective vous inscrire à Pôle emploi va recalculer tout ça, c'est-à-dire sur la base des justificatifs, vos bulletins de salaire, l'attestation Pôle emploi que votre employeur vous aura remise, etc. Sur la base de justificatifs, Pôle emploi va reanalyser cette condition des 1300 jours. Et si vous ne les avez pas, tout simplement, Pôle emploi ne vous indemnisera pas. Donc, c'est très important de le vérifier avant de démissionner parce que sinon, ensuite, vous risquez le refus d'indemnisation tout simplement. Sur ensuite la seconde étape, qui est de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle, ça me permet aussi de vous présenter ce qu'est le conseil en évolution professionnelle. Parce que, en fait, finalement, c'est un service qui
est mobilisé obligatoirement dans le cadre du dispositif d'émission reconversion, mais en réalité, vous pouvez le solliciter pour n'importe quel type de projet. Voilà. Le CEP, c'est un service public, donc c'est gratuit. C'est pour tous les actifs, quel que soit votre statut, quel que soit votre contrat de travail, etc. Voilà, vous pouvez en bénéficier. La condition pour en bénéficier, c'est d'avoir un contrat, en tout cas quand vous êtes salarié, un contrat de droit privé. Si vous avez un contrat de droit public, malheureusement, le CEP ne vous est pas accessible, en tout cas pas le CEP dont je parle là. Il peut y avoir d'autres CEP au sein de votre fonction publique, mais ce sera un peu différent de ce que je présente ici. L'objectif du conseil en évolution professionnelle, c'est de vous aider à faire le point sur votre situation et de vous aider en fait à formaliser un projet d'évolution professionnelle et de vous aider à le mettre en œuvre. C'est un service qui est aussi bien sûr personnalisé en fonction de vos besoins et surtout qui est confidentiel. C'est-à-dire que quand vous êtes salarié, tout ce qui se passe dans le cadre d'un accompagnement CEP reste entre vous et votre conseiller. Il n'y a aucun lien avec votre employeur. Tout est absolument confidentiel. Donc ça, c'est important de le préciser. Donc, plusieurs opérateurs en fonction de votre statut. Donc là, par exemple, pour le dispositif d'émission reconversion, il y a 3 opérateurs possibles en fonction de votre statut. En fait, c'est les opérateurs qui peuvent accompagner les salariés. Donc, premier interlocuteur, le réseau EVA, donc pour les salariés non cadres et les indépendants. Donc, moi, je représente le réseau EVA aujourd'hui, mais si vous êtes, par exemple, salarié cadre, vous pouvez aussi bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle, gratuit, confidentiel, comme j'ai dit juste avant, mais délivré par l'APEC. L'APEC, c'est l'Agence pour l'emploi des cadres. Donc, si vous êtes salarié cadre, c'est l'APEC qui va vous accompagner. Si vous êtes salarié en situation de handicap et que c'est, on va dire, votre handicap qui est à l'origine de votre souhait de reconversion ou de création d'entreprise, vous allez plutôt vous tourner vers Cap Emploi, qui est l'opérateur CEP des salariés en situation de handicap. Voilà. Et donc, le réseau EVA, nous, on va plutôt accompagner les salariés du coup non cadres et ensuite les travailleurs indépendants. Alors, les travailleurs indépendants, ils ne peuvent pas bénéficier, bien sûr, de ce dispositif d'émission reconversion puisqu'ils ne sont pas salariés en CDI, mais pour autant, les indépendants peuvent bénéficier gratuitement du CEP. Voilà. Si vous avez un doute sur qui est votre opérateur, vous avez un site mon-cep.org où vous trouverez d'une part des informations sur le CEP, qu'est-ce que c'est, comment on y accède, et vous pourrez également trouver les coordonnées pour rentrer dans le service. Moi, de toute façon, à la fin, je vous donnerai les coordonnées du réseau EVA. À noter également que le CEP, il y a également 2 autres opérateurs, le Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, les missions locales pour les moins de 26 ans. Voilà. Là, j'ai mis en avant ceux qui peuvent vous accompagner en tant que salarié, puisque le dispositif dont on parle aujourd'hui ne s'adresse qu'aux salariés. Le CEP, l'idée, c'est qu'il vous permette donc de sécuriser votre projet. Donc, d'une part, quand vous allez rencontrer le conseiller, il va vous informer sur le cadre légal du dispositif d'émission reconversion et vous aider notamment peut-être à vérifier cette condition-là des 1300 jours travaillés qui sont vraiment un préalable, un prérequis pour accéder au dispositif. Le conseiller, il va également vous accompagner dans ce que l'on appelle la formalisation de votre projet. Donc, formaliser un projet, c'est vraiment s'assurer de sa faisabilité et construire le plan d'action le plus minutieux et le plus précis possible pour le mettre en œuvre. L'idée là-dedans, c'est de vous aider à argumenter au mieux le caractère réel et sérieux de votre projet dans le dossier que vous allez avoir à constituer. Alors, ce dossier-là, le dossier d'émission reconversion, c'est un dossier en ligne. Alors, il se fait à la fois sur papier, mais vous allez le déposer en ligne. C'est un dossier dans lequel vous allez présenter tous les éléments de votre projet. D'où vient votre projet, quel est votre projet, quelles sont les perspectives d'emploi, etc. Donc ça, on va y revenir juste après. Et ce dossier-là, une fois qu'il sera terminé, il va être transmis à l'association Transition Pro de votre région, qui va du coup analyser son caractère réel et sérieux. Qui va analyser, c'est ça, le caractère réel et sérieux du projet indiqué dans ce dossier-là. C'est un dossier qui va être co-rédigé et co-signé avec votre conseiller en évolution professionnelle. C'est pour ça que c'est obligatoire de rencontrer un conseiller pour mettre en œuvre ce projet-là. Enfin, si le dispositif d'émission reconversion n'est pas accessible parce que vous n'avez pas les 1300 jours, par exemple, ou si ce n'est pas le dispositif le plus adapté,
parce que parfois vous avez un projet, vous pensez au dispositif d'émission reconversion et il y a peut-être une autre façon, un autre chemin pour arriver à mettre en œuvre votre projet qui pourrait être plus adapté à votre situation. Dans ce cas-là, le CEP, il est aussi là pour vous aider à identifier les alternatives, c'est-à-dire les plans B, concrètement, si jamais ce dispositif-là d'émission reconversion ne peut pas être mobilisé, parce qu'il y a autre chose qui peut vous permettre de mettre en œuvre votre projet. Donc voilà un petit peu comment va se passer les rencontres avec un CEP dans le cadre du dispositif d'émission reconversion. Mais je le disais, le CEP, en fait, c'est un conseiller qui est là pour vous accompagner, quel que soit votre projet. Donc, vous pouvez aller le rencontrer gratuitement, même si vous n'envisagez pas finalement de démissionner, que vous envisagez un projet de formation, de validation des acquis de l'expérience, que vous vous interrogez sur le bilan de compétences, par exemple. Voilà, vous pouvez aller rencontrer un CEP pour n'importe quel projet. Un accompagnement, il va se faire sur un ou plusieurs rendez-vous. Ça dépendra tout simplement de votre demande, de votre besoin, de votre niveau d'autonomie, etc. En tout cas, le CEP, c'est vraiment un service public qui vous accompagne tout au long de votre vie professionnelle. Donc, en fait, vous pouvez le solliciter plusieurs fois si vous en avez besoin. Troisième étape, une fois que vous avez du coup formalisé votre projet, que votre conseiller vous a aidé justement à analyser tout un tas d'éléments pour convaincre la commission du caractère réel et sérieux du projet. Donc, c'est la commission de l'association Transition Pro de votre région qui va venir donc apprécier, analyser ce caractère réel et sérieux du projet. Et donc là, la commission, finalement, elle se base sur plusieurs critères. Par exemple, pour un projet de reconversion avec formation, il y a certains critères. Pour un projet de création d'entreprise, il y en a d'autres. Donc là, pour un projet de reconversion avec formation, la commission va venir regarder déjà, est-ce que, on va dire, apprécier votre motivation, on va dire, de façon générale, pourquoi vous souhaitez changer de métier, quelles sont les différentes implications que ça va avoir sur votre situation individuelle, personnelle, etc. Et ensuite, il y a 3 critères en fait qui vont se dérouler. Donc, premier critère, les caractéristiques du métier souhaité. Donc là, la commission va analyser est-ce que vous avez bien pris connaissance des tenants et aboutissants du métier. En réalité, la commission, elle veut vérifier que vous n'avez pas juste, vous n'êtes pas levé un matin en vous disant ce métier, ça me ferait du bien, je vais devenir fleuriste, par exemple, aujourd'hui. Donc voilà, la commission, elle veut vérifier que vous êtes bien, on va dire, confronté à la réalité du métier. Imaginons que vous souhaitez vous reconvertir, vous souhaitez devenir fleuriste, je dis ça vraiment au hasard, et donc vous voulez suivre une formation pour accéder à ce métier-là. Vous allez devoir convaincre la commission que vous vous êtes bien renseigné sur le métier de fleuriste, que vous connaissez les conditions d'emploi, les conditions de travail, les niveaux de rémunération, que vous savez comment se déroule une journée type, etc., etc. Donc, plus vous aurez fait de démarches pour finalement approfondir la connaissance sur ce métier-là, mieux c'est. Et vous devrez d'ailleurs argumenter, prouver, illustrer à la commission que vous connaissez vraiment le métier. Pour ça, il y a différentes façons. Vous pouvez prouver, en tout cas, comment dire, expliquer dans votre dossier que vous avez rencontré des professionnels, que vous avez rencontré des fleuristes, par exemple. Vous pouvez aussi, dans le cadre du CEP, faire des immersions, c'est-à-dire aller passer quelques jours auprès d'un fleuriste pour découvrir le métier ou en tout cas vérifier que ça correspond bien à la représentation que vous vous en faites et que surtout ça répond bien à vos intérêts, à vos aspirations, etc. Donc tout ce qui va pouvoir convaincre la commission que vous avez bien mené des enquêtes finalement sur le métier et que vous ne vous êtes pas juste arrêté à une représentation de ce métier-là, ça va être un plus pour l'analyse du caractère réel et sérieux du projet. Second critère, c'est tout ce qui est relatif à la formation et les modalités de financement envisagées. C'est-à-dire que vous allez devoir convaincre la commission que déjà vous avez identifié l'action de formation que vous souhaitez suivre, mais aussi que c'est bien une formation qui est pertinente par rapport au métier que vous visez. Si vous voulez devenir fleuriste, par exemple, il y a plusieurs formations qui existent. L'idée, c'est de convaincre la commission que vous avez choisi la meilleure formation
pour faire aboutir votre projet. Alors pour ça, il y a plusieurs arguments. Vous allez indiquer à la commission déjà que vous avez comparé les offres de formation, que quand vous vous êtes renseigné sur le métier de fleuriste, par exemple, via vos enquêtes, etc., vous êtes rendu compte qu'il y avait une action de formation qui était plus recommandée que les autres, qui était tout simplement, il y a des compétences qui sont recherchées par les employeurs et la formation que vous avez visée permet bien d'acquérir cette compétence-là. Par exemple, voilà, vous allez devoir justifier que le projet de formation est cohérent et pertinent par rapport au projet de métier, tout simplement, que vous envisagez. Et il va vous falloir aussi argumenter sur le financement de cette action de formation, puisque là, le dispositif d'émission reconversion, ce n'est pas un dispositif de financement, c'est-à-dire qu'il ne vous permet pas d'obtenir le financement d'une formation. Il vous permet juste de pouvoir démissionner de votre poste pour aller suivre la formation. Mais ça veut dire aussi que vous devez avoir anticipé le financement de cette formation. Alors, cette formation-là, vous la suivrez en tant que demandeur d'emploi, puisque vous aurez démissionné. Donc, ça veut dire qu'avec votre conseiller en évolution professionnelle notamment, vous allez explorer, en tant que demandeur d'emploi, quelles sont les différentes options pour pouvoir financer cette formation-là. Est-ce qu'en tant que demandeur d'emploi, c'est une formation que je peux me faire financer par la région où j'habite, par Pôle emploi directement, ou via mon compte personnel de formation, par exemple. Voilà, en fait, l'idée, c'est vraiment d'explorer toutes les possibilités de financement et de montrer à la commission que, finalement, l'ingénierie financière de ce projet de formation a été pensée et bien, on va dire, sécurisée. Dernier critère pour les projets de reconversion avec formation, c'est bien sûr les perspectives d'emploi à l'issue de la formation. Donc là, vous allez aussi devoir convaincre la commission qu'il y a bien des perspectives d'emploi. Donc, montrer que vous avez fait des démarches pour vous renseigner sur ces perspectives. Donc, indiquer combien il y a d'offres d'emploi en moyenne, joindre des offres d'emploi, par exemple, aussi à votre dossier, joindre des analyses du secteur, des analyses socio-économiques sur le métier, etc. Donc, bien sûr, tout ça, pour faire tout ça, votre conseiller en évolution professionnelle va vous accompagner. Il y a plein d'outils qui existent. Et l'idée, c'est de présenter un projet vraiment validé, construit avec des perspectives d'emploi à l'issue de la formation. Donc voilà, sur les projets de formation, ce que va regarder la commission. Pour les projets maintenant de création et de reprise d'entreprise, vous allez voir, ça ressemble un peu, mais bien sûr, c'est un peu différent. Donc il y a aussi 3 critères. Le premier critère, c'est les caractéristiques et les perspectives d'activité du marché, c'est-à-dire que la commission va regarder est-ce que le projet est viable économiquement parlant au regard des éléments que vous allez lui transmettre. Donc là, la commission va regarder est-ce que vous avez recueilli des informations sur le secteur d'activité, est-ce que vous avez analysé la concurrence, par exemple, est-ce que vous avez assez bien défini ce que vous vouliez vendre, tout simplement, ou l'activité que vous souhaitiez développer. Donc voilà, il faut vraiment bien présenter un projet viable, réfléchi, etc. Et la commission va notamment vous demander une étude de marché, c'est obligatoire, c'est une pièce indispensable que vous devrez joindre à votre dossier. Deuxième critère, c'est sur les besoins de financement et les ressources financières. Donc là, c'est tout simplement la commission, elle veut vérifier que vous avez bien pris en compte, que vous êtes bien conscient de tout ce qu'il vous faudra mettre en place au niveau financier, c'est-à-dire au démarrage, est-ce que j'ai besoin d'un capital, est-ce que du coup j'ai un apport personnel, est-ce que je passe par un prêt, est-ce que j'ai déjà fait des démarches, etc. Est-ce que le chiffre d'affaires que j'envisage va me permettre de couvrir les charges afférentes à cette création. Voilà. Et donc, pour ça, on vous demande un plan de financement sur 3 ans et qu'il vous faut joindre en fait au dossier. Troisième et dernier critère pour les projets de création ou de reprise d'entreprise, c'est les moyens techniques et humains de l'entreprise. Donc là, la commission, elle veut vérifier que vous avez bien, pareil, pris conscience de tous les moyens qui seront nécessaires pour le fonctionnement de l'entreprise. Équipement matériel, ça peut être aussi ressources humaines. Est-ce qu'il y a des salariés à recruter? Est-ce que vous avez besoin de locaux, etc., etc. Donc tout ça, ça doit être aussi pensé, chiffré, etc. Donc en gros, quand on dit que la commission va analyser le caractère réel et sérieux du projet d'entreprise, c'est est-ce que
le projet d'entreprise est bien formalisé, réfléchi, viable, etc. Et donc, vous devrez fournir études de marché et plan de financement à 3 ans. Bien sûr, vous pouvez vous faire accompagner pour construire tout ça. Hein. Il y a des experts de la création d'entreprise qui vont pouvoir vous aider à formaliser un projet de création d'entreprise et à sécuriser un maximum le projet. Donc voilà pour l'étape 3. Donc la commission va analyser votre projet. Et si la commission valide le caractère réel et sérieux de votre projet, dernière étape, du coup, c'est démissionner et aller vous inscrire comme demandeur d'emploi. Donc tout à l'heure, je l'ai dit en introduction, l'attestation, on va dire, du caractère réel et sérieux, c'est valable 6 mois. Donc une fois que la commission a validé ce caractère réel et sérieux, vous avez 6 mois pour aller vous inscrire à Pôle emploi. Lorsque vous vous présenterez à Pôle emploi pour l'inscription, Pôle emploi va revérifier que toutes les conditions dont on a déjà parlé sont bien remplies. Donc, ils vont regarder que vous avez bien 1300 jours travaillés à la date vraiment effective de la démission. Pôle emploi va vérifier aussi que vous avez bien bénéficié d'un CEP et que vous avez bien fait valider le caractère réel et sérieux de votre projet. C'est pour ça aussi que tant que vous n'avez pas tout ça, ne démissionnez pas, parce que sinon Pôle emploi pourra refuser vos indemnisations, enfin de vous indemniser, tout simplement. Une fois que vous serez inscrit à Pôle emploi, vous allez donc démarrer les démarches, soit pour rentrer en formation, soit pour créer votre entreprise. Et sachez que dans les 6 mois qui vont suivre votre inscription, Pôle emploi va procéder à un contrôle de votre situation, tout simplement pour vérifier que vous avez bien engagé, démarré les démarches relatives au projet pour lequel vous avez démissionné. Imaginons, si vous n'avez mis en œuvre aucune démarche, Pôle emploi pourra vous radier. Voilà, donc c'est très important de se dire que ce dispositif-là, il est aussi très contrôlé par Pôle emploi. Si vous démissionnez pour un projet de création d'entreprise, Pôle emploi va contrôler que vous mettez bien en œuvre des démarches pour créer cette entreprise-là. Donc voilà pour les étapes, on va dire 4 et 5. Donc pour les étapes, on a terminé. Peut-être qu'avant de passer aux exemples de projets, je vais regarder les questions qu'il y a justement dans le chat. Est-ce que le CEP est un complément de l'aide que peut nous apporter la Chambre des métiers ou est-ce que c'est en remplacement? Alors en fait, tout dépend de l'aide dont vous parlez de la Chambre des métiers. C'est-à-dire que la Chambre des métiers et de l'artisanat, ils peuvent vous proposer un accompagnement à la création d'entreprise dès lors que vous souhaitez vous installer comme artisan. Voilà, puisque la Chambre des métiers et de l'artisanat, ça couvre, on va dire, le périmètre de l'artisanat de façon générale. Donc la Chambre des métiers peut très bien proposer un accompagnement vraiment à la création d'entreprise, mais ce ne sera pas forcément du CEP. Donc là, ce qui est obligatoire pour le dispositif, c'est de bénéficier d'un accompagnement conseil en évolution professionnelle. Donc, alors, il y a certaines chambres des métiers qui sont opérateurs du conseil en évolution professionnelle, on va le voir juste après, mais pas dans toutes les régions. Donc là, la condition vraiment, c'est de bénéficier d'un accompagnement conseil en évolution professionnelle. Voilà. Ça ne vous empêche pas en parallèle de bénéficier d'un accompagnement de la part d'un expert, donc d'un accompagnement à la création d'entreprise. Ça peut être à la Chambre des métiers, à la CCI, ça peut être dans une boutique de gestion, vraiment chez un expert en fait, de la création d'entreprise. Ça peut se faire en articulation et en parallèle de l'accompagnement conseil en évolution professionnelle. Est-ce que les personnes en situation de handicap ont droit à la RFPE, comme c'est le cas pour les autres formations? Alors, RFPE, je suis désolée, je ne sais pas ce que c'est. Il faut me le dire, ça ne me vient pas comme ça. Donc, il faudrait me donner la signification, pour que je puisse répondre. Sous quel statut un salarié ayant un projet de démission, reconversion, peut-il aller passer quelques jours dans une entreprise pour voir le poste sur le plan concret? Alors là, c'est dans le cas de ce que l'on appelle les PMSMP. C'est un peu technique, c'est période de mise en situation en milieu professionnel. Donc, c'est l'opérateur CEP en fait qui vous prescrit ce dispositif-là. Ça vous permet d'avoir une convention de stage. Et c'est réalisé hors temps de travail obligatoirement, c'est-à-dire c'est forcément en dehors de votre entreprise.
Donc, ça vous permet d'avoir une convention de stage pour vous couvrir en cas d'accident, tout simplement. Et donc, c'est une convention qui va être signée donc, par vous en tant que salarié, par le lieu qui vous accueille et par l'opérateur CEP. Voilà, donc, c'est une convention qui est signée par 3 parties. Ça ne concerne pas du tout votre employeur, puisque ça doit se faire en dehors de votre temps de travail. Mais du coup, le statut, en fait, c'est un statut qui est couvert, on va dire, pour les accidents du travail, etc. C'est l'opérateur CEP en fait qui vous couvre, mais ça se fait pas, enfin ça se fait vraiment en dehors du temps de travail. Voilà. Pôle emploi a-t-elle les mêmes exigences quand on fait une rupture conventionnelle? Non, pas du tout. En fait, alors après, là, vous me dites rupture conventionnelle qui est à titre expérimental dans le public. Alors honnêtement, vous l'avez compris, nous, on ne s'occupe que des salariés du secteur privé. Donc, les spécificités du secteur public, honnêtement, je ne les connais pas. Si je prends le secteur vraiment privé, une rupture conventionnelle, il n'y a aucune exigence. C'est-à-dire que Pôle emploi va juste vérifier les documents de fin de contrat. On ne va pas du tout vérifier que vous avez fait une rupture conventionnelle pour un projet réel et sérieux, etc. Ensuite, là, les ruptures conventionnelles à titre expérimental dans le public, honnêtement, je ne sais pas, on ne s'en occupe pas. En fait, nous, notre public, c'est vraiment les salariés du secteur privé. Du coup, ce n'est pas quelque chose dont on suit les actualités. Je suis vraiment désolée. Je ne vois pas d'autres questions, donc je passe du coup à quelques exemples de projets. Donc Léa, Damien et Joël. Donc Léa, un projet de formation, Damien, projet de création d'entreprise, Joël, projet de reprise d'entreprise. Pour vous donner aussi une idée, 70% aujourd'hui des dossiers que l'on traite, c'est des projets de création ou de reprise d'entreprise. Voilà. En moyenne, on va dire, parce que selon les régions, ça diffère un petit peu. Donc 70% aujourd'hui des dossiers plutôt création-reprise, 30% des dossiers plutôt projet de reconversion avec formation. Donc là, si je prends Léa, premier exemple, donc c'est pour illustrer. Léa, elle a 29 ans, elle est aide-soignante à domicile depuis très longtemps et ça fait des années qu'elle souhaite évoluer vers le métier d'infirmier. Donc elle s'est inscrite aux sélections, elle ne sait pas encore si elle va être prise en formation, mais elle vient rencontrer un conseiller en évolution professionnelle pour savoir comment elle pourrait suivre cette formation dans le cas justement où elle serait acceptée après les sélections dans le cursus de formation. Donc là, il y a plusieurs choses qui ont pu être faites avec sa conseillère en évolution professionnelle. C'est d'une part, alors je ne l'ai pas mis là, mais d'une part, c'est vérifier, on va dire, la viabilité du projet infirmier, c'est-à-dire est-ce qu'elle s'est bien renseignée sur le métier, est-ce qu'elle est sûre, est-ce que ça correspond à ses intérêts professionnels, etc. Bon, a priori, Léa, elle est déjà un peu dans le secteur, donc elle est certaine, voilà, elle n'a pas besoin de travailler, de confirmer le projet, elle est assez sûre d'elle-même. Par contre, elle a pu explorer avec sa conseillère les différentes stratégies possibles pour mettre en place son projet de formation. Au moment où elle vient nous voir, Léa, malheureusement, elle a dépassé les délais pour déposer une demande de financement en tant que salarié. C'est-à-dire qu'en tant que salarié, vous avez des dispositifs qui vous permettent de partir en formation longue pour pouvoir vous reconvertir. Malheureusement, Léa, elle a passé les délais pour déposer une demande. Il faut s'y prendre au moins 6 mois à l'avance. Donc voilà, Léa, elle est hors délai. Pour autant, elle souhaite vraiment mettre en place cette formation-là. Et l'idée, donc, c'est d'explorer comment elle pourrait peut-être suivre cette formation en tant que demandeur d'emploi. Et c'est là où elle a été du coup informée sur le dispositif d'émission reconversion. Donc, elles ont toutes les deux validé son éligibilité, vérifié aussi que ce chemin-là convenait à Léa, c'est toujours le bénéficiaire qui choisit de se lancer ou non dans un dispositif. Et donc, ensemble, elles ont pu formaliser le projet, construire un dossier bien argumenté et le présenter en commission. Et donc, Léa, elle a pu, du coup, voir le caractère réel et sérieux de son projet validé. Elle a été acceptée, en fait, en formation et donc, elle a démissionné et elle a pu intégrer la formation d'infirmière en tant que demandeur d'emploi. Donc, voilà un petit peu pour la situation de Léa. Je vois qu'il y a d'autres questions. Donc, avant de passer au cas de Damien, je me penche dessus. Une question concernant la formation. À quel moment peut-on s'inscrire en formation ? Quand le dispositif Transco a validé notre dossier ou faut-il attendre l'accord de Pôle emploi? Alors là, à mon avis, il y a confusion de plusieurs dispositifs parce que Transco, ce n'est pas du tout le dispositif dont je parle aujourd'hui.
Donc, peut-être éclaircir ça. Là, pour le dispositif d'émission reconversion, on suit la formation en tant que demandeur d'emploi. Hein. Le dispositif Transco, qui est le dispositif qui s'appelle aussi transition collective, la formation, on la suit en tant que salarié. Ce n'est pas du tout la même chose. Attention à ne pas confondre. Là, on est vraiment sur un dispositif qui vous permet de démissionner pour aller sur une formation en tant que demandeur d'emploi. Demandeur d'emploi indemnisé, du coup. Donc, ce n'est pas du tout le même dispositif, attention. Là, pour le dispositif vraiment démission, reconversion, la formation, vous ne la démarrerez qu'une fois que vous serez demandeur d'emploi. Voilà, c'est la condition. Donc, pour la formation de tout à l'heure, rémunération, formation, Pôle emploi. OK. Les travailleurs handicapés ont droit à un choix d'options, soit les ARE, soit le brut de leur ancien salaire. Donc ça, en fait, c'est avec Pôle emploi que vous le verrez directement. En fait, le dispositif d'émission reconversion, il est éligible à tout le monde. Hein. La condition, c'est d'être salarié en CDI, que vous soyez reconnu travailleur handicapé ou pas. Donc ça, c'est vraiment le socle, c'est pour tout le monde, dès lors que vous êtes en CDI, que vous avez bien les 1300 jours de travailler dans les 5 dernières années. Et ensuite, vous allez en fait construire votre projet, par exemple, de formation, construire l'ingénierie financière, donc c'est-à-dire la façon dont vous allez pouvoir financer cette formation-là une fois que vous serez demandeur d'emploi. Donc là, effectivement, si vous avez une reconnaissance travailleur handicapé, vous pouvez avoir des facilités, entre guillemets, de financement de formation, peut-être bénéficier de financement de la part de la GFIP, etc. Et donc, vous allez construire aussi votre projet en partant du fait que vous serez demandeur d'emploi en situation de handicap et que dans ce cadre-là, vous pouvez bénéficier de certains dispositifs. Mais ça, c'est au moment de l'accompagnement, en fait, avec votre CEP que vous allez l'anticiper. Et ensuite, c'est avec votre conseiller Pôle emploi ou Cap emploi, d'ailleurs, parce que pour les personnes en situation de handicap, que vous soyez salarié ou demandeur d'emploi, l'expert, on va dire, par rapport à votre situation, c'est Cap emploi. Donc, si vous allez suivre un conseil en évolution professionnelle avec Cap emploi, normalement, ils peuvent justement analyser tout ça avec vous pour vous aider à choisir la meilleure stratégie et puis sécuriser un maximum votre projet. J'espère que j'ai répondu à la question. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment, donc je termine sur le cas, par exemple, de Damien. Donc, Damien, lui, c'est pour un projet de création d'entreprise. Donc, Raphaël, pardon. J'ai mangé son prénom. Donc, Raphaël, 34 ans. Lui, il est conseiller en agence de voyage, donc depuis plusieurs années. Son projet, c'est de créer une entreprise, une activité en fait de traiteur avec sa femme. Donc, sa femme qui est déjà cuisinière. L'idée, c'est qu'ils s'associent tous les deux pour développer cette activité-là. Il vient voir un conseiller en évolution professionnelle parce qu'il ne sait pas du tout comment s'y prendre. Il a besoin d'être libéré de son emploi pour démarrer en fait son activité. Mais son employeur refuse la rupture conventionnelle. Et donc, effectivement, il vient nous voir en nous disant je ne vais quand même pas démissionner, sinon je n'aurai pas droit aux allocations et le temps de démarrer mon entreprise, j'aurai besoin de ces allocations-là. Donc, l'idée, justement, c'est de démissionner, mais via le dispositif d'émission reconversion, de façon à ce qu'il puisse toucher les allocations le temps d'avoir un revenu en fait assez satisfaisant dans le cadre de sa création d'entreprise. Donc, pouvoir cumuler les allocations chômage et les revenus au départ peut-être assez faibles de sa création d'entreprise. Donc là, avec sa conseillère, il a pu se renseigner déjà sur la réalité du métier de traiteur, ce que ça implique aussi d'être chef d'entreprise, parce que des fois on se dit je vais créer mon entreprise, mais on n'a pas forcément la vision de tout ce que ça implique finalement être chef d'entreprise, les responsabilités, les compétences, etc., que ça nécessite de mobiliser. Il a pu travailler aussi, Raphaël, sur la faisabilité de son projet de création d'entreprise, notamment en mobilisant une prestation d'accompagnement externe. C'est-à-dire que Raphaël, il a utilisé son compte personnel de formation, donc le CPF, pour aller financer vraiment un accompagnement expert à la création d'entreprise. Donc ça s'est fait en articulation, en fait, en parallèle de l'accompagnement CEP. L'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur des expertises très, très approfondies sur la question de la création d'entreprise et d'articuler ça avec le conseil en évolution professionnelle. Donc, il a pu bien sûr s'informer sur tout le cadre légal du dispositif d'émission reconversion. Il a pu vérifier qu'il était bien éligible, qu'il avait bien les 1300 jours de travail nécessaires. Et puis, il a pu construire, pareil, son dossier bien argumenté pour le préparer
pour le présenter en commission. Donc là aussi, la commission a validé le caractère réel et sérieux de son projet. Il a donc démissionné, Raphaël, et du coup, il a pu terminer toutes les formalités en fait, pour créer son entreprise avec sa femme en tant que demandeur d'emploi. Pour information, aujourd'hui, il y a à peu près 90% des dossiers qui sont validés par la commission, notamment parce qu'il faut passer par un conseiller en évolution professionnelle obligatoirement. Et le conseiller, il ne valide votre dossier que s'il estime que votre projet tient la route, que vous avez fait assez de démarches, que voilà, vous avez assez réfléchi. Donc, il y a quand même 90% des projets qui reçoivent un avis favorable sur le caractère réel et sérieux. Ça, il faut le savoir quand même. Il y a un taux d'acceptation vraiment très élevé sur ce dispositif-là. Dernier cas, c'est Joël. Donc Joël, elle a 43 ans, elle est assistante comptable dans un centre social depuis plus de 10 ans. Et elle a le projet de reprendre l'entreprise familiale de ses parents dans le secteur du commerce. Donc, ils ont une petite boutique. Et donc, ses parents vont partir à la retraite. Et elle s'est dit, pourquoi pas reprendre l'entreprise familiale, finalement, dans le cadre du dispositif d'émission reconversion. Pour sécuriser aussi là, la transition et être sûr d'avoir quand même un revenu, le temps justement d'assurer cette transition-là. Donc là, pareil, avec son conseiller, elle a travaillé sur la faisabilité globale du projet en bénéficiant notamment d'un dispositif qui s'appelle Business Story. Donc ça, vous pouvez aller voir sur Internet, vous tapez Business Story et en fait, c'est la possibilité d'avoir jusqu'à 3 rendez-vous gratuits avec un expert comptable pour travailler justement le statut de l'entreprise, le plan prévisionnel, etc. Donc ça, n'hésitez pas à vous renseigner, c'est très intéressant. Elle a pu aussi identifier ses compétences en lien avec sa future activité et notamment identifier les compétences à acquérir en gestion d'entreprise, c'est-à-dire que là, elle a constaté que par rapport aux compétences que nécessitait le fait de reprendre l'entreprise de ses parents, il lui manquait des compétences, notamment en gestion d'entreprise, en gestion commerciale, etc. Donc, avec son conseiller, ils ont identifié justement ensemble un organisme de formation pour l'aider à préparer, à se former pour pouvoir assurer la gestion de cette entreprise-là. Et bien sûr, ensemble, ils ont construit, élaboré le dossier d'émission reconversion à présenter en commission. Donc là, Joël, pareil, elle a reçu un avis favorable sur le caractère réel et sérieux de son projet. Elle a pu démissionner et reprendre l'entreprise de ses parents et mettre en place finalement sereinement ce projet-là. Donc voilà pour les trois cas. Je termine en vous présentant, on va dire, quelques détails supplémentaires sur le conseil en évolution professionnelle. Donc, comme je vous l'ai dit, le CEP, ça peut vous venir en fait, ça peut vous concerner quel que soit votre projet. Donc, projet de création d'entreprise, projet d'évolution professionnelle, projet de changement de métier, mais ça peut être aussi un projet, par exemple, de mobilité interne ou mobilité externe. Mobilité externe, c'est tout simplement, vous ne voulez pas forcément changer de métier, mais changer d'entreprise. Donc, le CEP va vous aider à venir valoriser votre parcours, valoriser vos compétences, refaire votre CV, élaborer une stratégie de recherche d'emploi, par exemple. Et on peut être aussi sur des projets de mobilité interne, c'est-à-dire sur des projets d'évolution dans votre entreprise, par exemple. Voilà. Donc, en fait, c'est quel que soit votre projet professionnel, le CEP peut être là pour vous aider à formaliser et mettre en œuvre la stratégie la meilleure possible pour y arriver. Pour cela, en fait, il y a 2 niveaux d'accompagnement. Un premier niveau qui est finalement un premier accueil individualisé qui va vous permettre d'exprimer votre demande, de mettre le doigt sur votre besoin et d'accéder à un premier niveau d'information, on va dire. Et ce premier rendez-vous, il va vous permettre d'identifier les démarches pour la suite. Parfois, en fait, vous serez complètement autonome pour construire en fait pour finaliser, on va dire, la mise en œuvre de votre projet tout seul. Et parfois, il faudra un accompagnement personnalisé. Donc, c'est le second niveau, finalement, d'accompagnement. Et donc là, c'est justement pour analyser la faisabilité du projet, construire le plan d'action, etc., etc. Voilà, donc il y a ces 2 niveaux dans l'accompagnement. Vous pouvez en faire un seul, vous pouvez faire les 2. C'est vous qui décidez, de toute façon.
Le CEP, c'est un service public, donc vous pouvez venir une seule fois, décider que vous en restez là, il n'y a aucun engagement, ou au contraire, vous pouvez venir plusieurs fois si vous en avez besoin, tout simplement. Donc là, pour entrer en contact avec le réseau EVA, donc je vous le rappelle, le réseau EVA, c'est l'opérateur en charge de l'accompagnement des salariés plutôt non cadres, puisque les cadres, vous allez plutôt contacter l'APEC. Donc nous, pour nous joindre, c'est le numéro qui s'affiche, 09 72 01 02 03. Vous pouvez aussi aller voir sur notre site internet, tout simplement. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, est-il possible de faire une démission reconversion avec une période de formation en vue de la création d'activité? Alors oui. Alors je vais reformuler pour être sûr voilà, qu'on parle de la même chose. Mais imaginons, vous voulez ouvrir une boulangerie, mais vous n'êtes pas encore boulanger. Enfin, il vous faut vous former en fait au métier de boulanger. Vous pouvez tout à fait déposer un dossier d'émission reconversion pour projet de création d'entreprise qui passe d'abord par un projet de formation. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ça veut dire qu'il va vous falloir argumenter à la fois les perspectives de la création d'entreprise, les perspectives de marché, mais aussi pourquoi vous avez choisi cette formation-là et pourquoi c'est une formation qui est nécessaire, préalable en fait à la création d'entreprise. Donc c'est le cas, hein. Il y a certaines créations d'entreprise, des fois elles sont réglementées, c'est-à-dire que pour pouvoir s'installer en tant qu'entrepreneur, il faut avoir telle certification ou avoir suivi telle formation préalable. Donc, c'est tout à fait possible. En fait, il y a 3 types de dossiers, si on résume. Il peut y avoir un dossier projet de reconversion avec formation, projet de création ou de reprise sans formation, ou projet de création ou de reprise avec formation préalable, si ça le nécessite. Voilà. Quelles sont les différentes allocations chômage? Y a-t-il des critères pour une aide financière à la reprise d'entreprise? Alors, c'est compliqué de répondre comme ça à la question sans avoir tous les éléments, le contexte de la situation. Les allocations chômage, elles sont calculées en fonction de vos rémunérations sur les mois précédents. D'ailleurs, l'outil, là, le simulateur dont je vous parlais au début, le simulateur là, de Pôle emploi, il calcule aussi, si vous le demandez, si vous indiquez vos salaires, etc., il calcule aussi le montant de vos allocations chômage. Ensuite, quand vous avez un projet de création d'entreprise, vous pouvez en fait demander à Pôle emploi de bénéficier d'un dispositif qui vous permet de soit... Enfin, en gros, quand vous créez une entreprise, soit vous avez vos allocations chômage tous les mois, comme les autres, on va dire, soit vous pouvez demander en fait à avoir une avance de vos allocations, c'est-à-dire de toucher au moment où vous créez votre entreprise, par exemple, 6 mois d'allocation d'un coup. En fait, vous demandez finalement une avance sur vos allocations chômage de façon à avoir une trésorerie, en fait, un capital au démarrage pour vous aider en fait à vous installer, etc. Mais ça dépend de votre projet, etc. Il y a beaucoup de choses qui existent, donc comme ça, c'est compliqué de répondre à la question. Mais c'est justement pour ça que c'est intéressant de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle parce que justement, il vous aidera à répondre à ces questions-là. Sur le site de Pôle emploi aussi, vous pouvez regarder tout simplement comment vous pouvez, quelles sont les aides à la création d'entreprise, c'est très bien expliqué. Je ne sais pas si j'ai raté des questions ou pas. Il me semble pas. Du coup, on arrive à la fin de l'heure dédiée à ce webinaire. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Vous pourrez retrouver le replay sur le site du Conseil en évolution professionnelle. Je vois qu'il y a une dernière question. Est-il possible de savoir si Pôle emploi va nous aider dans le financement d'une formation? Alors, en fait, on ne peut jamais le savoir de façon certaine, puisque il faudra attendre d'être demandeur d'emploi pour vraiment officiellement demander un financement. Par contre, vous pouvez sécuriser un maximum, c'est-à-dire que
en fonction du projet de formation. L'idée, c'est d'identifier quelles sont les différentes sources de financement possibles. Est-ce que, par exemple, je peux le financer avec mon compte personnel de formation, si j'ai assez sur mon compte? Est-ce que c'est une formation qui, en général, est financée pour les demandeurs d'emploi? Ça, on le sait, en fait. Il y a des listes, il y a des sites Internet qui nous permettent de dire, cette formation-là, je prends la formation infirmière, par exemple, on sait que le conseil régional finance cette formation-là pour les demandeurs d'emploi. Donc, on sait aussi, il y a des actions de formation qui, chaque année, sont financées pour les demandeurs d'emploi. Et par contre, vous ne pouvez pas savoir vraiment à l'avance est-ce que vous allez pouvoir en bénéficier ou pas. Le dispositif d'émission reconversion, c'est toujours prendre un petit risque quand même, parce que tant que vous n'êtes pas vraiment demandeur d'emploi en situation de faire votre demande d'entrée en formation, finalement, vous n'avez pas de certitude que tout va bien se passer. Donc, il y a quand même un côté aussi... voilà, où vous ne savez pas si tout va se passer comme vous l'espérez. Par contre, l'idée de passer justement par un conseil en évolution professionnelle, c'est de sécuriser un maximum tout ça et de prévoir des plans B. C'est-à-dire, voilà, le financement de la formation. Plan A, c'est plutôt un financement de la région. Plan B, c'est un financement avec mon compte CPF. Plan C, éventuellement, c'est je me le finance moi-même selon le coût de la formation. Voilà, l'idée, c'est vraiment de sécuriser puis d'avoir plusieurs plans alternatifs au cas où le premier ne se passe pas bien. Voilà. Et ensuite, en fonction de tout ça, vous décidez de prendre le risque ou pas. Voilà, en fonction de l'état des informations dont vous disposez, est-ce que vous décidez de vous lancer, de démissionner ou pas. Voilà. Du coup, merci en tout cas de votre attention, merci de votre participation à ce webinaire. Et du coup, je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée, une bonne semaine et n'hésitez pas à retrouver le replay sur notre site. À bientôt, bonne journée.